Je me tiens devant ma plus grande réussite chez Dustups, avoir lancé cette jeune forêt désertique, mais c'est aussi mon plus grand échec. Ma référence est Lightning Ridge en Australie, avec autant de précipitations et sans doute un sol plus difficile. J'ai planté 42 espèces, mais seul le Palo Verde a vraiment réussi. Rien d'autre n'a poussé pour que cet endroit ressemble à Lightning Ridge. Je dois évaluer honnêtement ce qui ne marche pas, car je veux créer la forêt désertique que je crois possible. Mais je n'ai réussi à faire germer qu'un seul type de graines, c'est-à-dire ces arbres. J'ai simplement commencé avec des arbres, je les ai plantés en terre et j'ai essayé de leur donner assez d'eau. Et les arbres sont tout simplement trop exigeants. C'est trop risqué pour eux d'essayer de germer quand les conditions ne sont pas absolument parfaites. La seule solution que je vois, c'est d'utiliser des haricots et des graines bon marché. Ce qui est bien avec les haricots, c'est qu'ils sont vraiment bon marché à cultiver. On peut planter les haricots, obtenir la canopée, puis récolter ces graines d'arbres souvent très chères, parfois 250 à 300 dollars la livre pour des espèces indigènes. Ça, je ne peux pas semer assez de graines pour espérer réussir. Je dois donc acheter des graines bon marché qui respectent le budget, offrent de l'ombre et ne coûtent pas 1000 dollars de foin. Et tout le temps que ça prend pour l'étaler partout, c'est beaucoup plus facile de mettre des graines en terre, de faire passer de l'eau dans un tuyau, de faire pousser mon propre paillis, de faire pousser mon propre ombrage et de laisser tout le reste suivre derrière. Mais avançons un peu dans le temps. Voici des images de lundi cette semaine, et les graines ont été mises en terre 3 semaines auparavant, le 4 janvier. Vous pouvez voir que tout ce que vous allez me voir faire dans cet épisode porte ses fruits. Et la raison, c'est d'être complètement obsédé par l'eau. Vous verrez qu'il n'y a pas de paillis au sol. Il n'y a vraiment rien pour aider ce processus. Ce que j'ai fait, c'est essayer de choisir le bon mélange de plantes qui vont réagir à l'humidité que je peux apporter. Cela maintiendra la canopée en place. Ainsi, lorsque nous arrivons à l'été et que nous avons besoin que les arbres germent, nous avons déjà l'ombre, une ombre biologique, en place pour que les arbres puissent simplement la traverser. Et que nous puissions répondre aux besoins en eau même en été, Lightning Ridge montre ce que permet l'agroforesterie centropique dans un environnement semi-aride, presque désertique. J'ai choisi cette référence car la pluviométrie annuelle moyenne et la difficulté du sol représentent au mieux ce que je peux accomplir ici. Le mérite revient à Thiago Barbosa de Centropic Solutions. C'est lui le cerveau derrière Lightning Ridge et il est l'une des principales raisons pour lesquelles. Vous voyez cette végétation dense qui forme un mur, alors que les miennes ressemblent à une ligne d'arbres dispersés. Quand Thiago m'a envoyé les premières images de Lightning Ridge, j'ai été époustouflé. Parce que regardez toutes les pierres qu'ils ont dans le sol. Je veux dire, ce ne sont pas exactement les mêmes conditions de sol qu'à Dustups, mais c'est vraiment très proche. Et regardez aujourd'hui ce qu'ils en ont fait. Ils ont commencé avec une ardoise vierge de terre et de pierre, et maintenant, ils ont une véritable forêt désertique authentique. C'est ce que j'essaie de construire et je vais vous montrer comment Daniel a réussi. Faire pousser toutes ces niébés plus tôt cette année m'a permis d'acquérir les connaissances nécessaires pour comprendre comment assembler toutes les pièces du puzzle. Cette rangée de niébés retirés est ce qui m'a permis de tout comprendre. Et de comprendre non seulement comment la succession se produit, mais aussi comment je peux l'organiser d'une manière qui fonctionne avec les saisons. Mon budget, mes ressources en eau, toutes ces choses-là. Quand nous avons commencé ces niébés, Daniel les a lancés très densément en ligne avec un peu d'hydrogel, les a ratissés puis oubliés. Et puis, 2 semaines et demie plus tard, nous avions un couvert très dense de niébés qui germaient sans aucune aide. C'est une révélation car je dois ombrager le sol rapidement, ce que je n'avais pas compris au départ. Janvier est idéal pour cela car il fait très froid et le soleil est au plus bas. Cela signifie qu'il y a le moins de pression possible pour garder le sol humide. Mais cela limite aussi les options parce que je ne peux pas cultiver de niébé en plein hiver. Des fèves et du seigle, comme ici. À côté de moi pousse le seigle que j'ai planté il y a quelques mois. Là-bas, près de la haie brise-vent, je pourrais suivre un processus entièrement mécanisé, mais sans tracteur. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est tellement plus efficace et c'est une bien meilleure façon de commencer les choses. Ensuite, j'expliquerai comment cela va préparer le prochain cycle de succession, jusqu'à ce que nous arrivions aux arbres. Je commence mon nouveau système ici, sur cette terrasse SW2, et ce que je veux que vous remarquiez, c'est la quantité de temps et d'efforts nécessaires pour mettre les graines en terre, autour de tout ce travail que j'ai déjà accompli.
Je ne peux pas simplement considérer le système d'irrigation comme un obstacle. Je veux maximiser mes chances. Donc la meilleure chose à faire est de travailler là où nous avons déjà un système d'irrigation. Et nous avons déjà du paillis, des amendements de sol et tout ce qu'il faut. Tout est prêt. Les terrasses. Préparons les graines, plantons-les et prouvons ce changement de plan, même si l'espacement devra être ajusté car les goutteurs sont à 60 cm. Donc je vais devoir faire des micro-îlots plutôt qu'une bande continue. Mais je vais faire de mon mieux. Nous avons l'inoculant, la mauve globe et la fève. Oh là là, c'est lourd, inutile de le rentrer, on n'en aura pas besoin autant. J'essaie de faire ça de façon à pouvoir refermer le sac. Il doit y avoir une meilleure façon de couper ça. Et le rendre réutilisable, mais je ne sais pas. Voilà. Je préfère en avoir trop que pas assez, donc... Ça pourrait aider si tu ouvres l'eau, c'est la pression résiduelle. Que nous avons, cet inoculant de rhizobium. Nous allons égoutter les haricots, puis planter ceux-ci, et ensuite nous mélangerons ce produit. Donc nous ferons cela demain, nous mettrons les haricots à l'intérieur. Une autre petite tâche que je dois faire est de mettre le Johnson Sioux sur les haricots. Un lot pour les haricots, un pour la mauve globe. Le mieux que je puisse faire est de faire bouillir l'eau pour la mauve globe. C'était beaucoup plus facile. Bon sang, d'accord. D'accord, ça devrait être toute la mauve globe dont on a besoin maintenant. Nous allons juste attendre que cette eau refroidisse et ensuite nous allons les faire tremper pendant environ 24 heures et plus tard ce soir, quand l'eau sera vraiment refroidie. J'ajoute le Johnson Sioux. Et j'ai quelques graines d'aquatia épines blanches, donc je vais les utiliser. Elles nécessitent le même traitement que la mauve globe. On veut que ce soit autour de 170 ou 180. Déjà à 195, température actuelle 176.
Donc tout va bien. Je vais mettre ces gars-là dans un récipient en métal. Voilà. Autant remuer avec le thermomètre. On secoue, c'est le compost Johnson Sioux. Regardez l'horodatage, c'était 21. Je dois secouer jusqu'à ce que la caméra affiche 151. C'est plein, le compost est dominé par les champignons et suffit à inoculer tout le lot. Donc je vais verser environ la moitié de l'eau après avoir secoué sur les fèves, puis je verserai le reste sur la mauve globe. Une fois que l'eau aura refroidi, peut-être que ce sera dans 1 heure, peut-être dans 12, cette partie-là. Eh bien, il vaut mieux les mettre dans l'eau plus tôt pour que les microbes du sol enrobent les graines et aillent dans la terre quand je les plante. Je ne veux pas non plus les brûler. Quand je scarifie des graines, on me dit « tu les tues ». Je n'ai pas inventé cette méthode. C'est vraiment courant, et c'est très très fréquent pour les plantes désertiques qui ont des enveloppes extérieures très dures sur les étagères. Je ne fais que suivre les instructions de personnes qui s'y connaissent mieux que moi. Sans scarification, la germination prendra énormément de temps. Donc celle-ci, ça fait plus de 90 secondes, donc c'est bon. Mettons-en un peu dans les fèves. D'accord, et le reste ira avec le puits. Je pense qu'on peut l'ajouter si c'est sous 130. Je suis encore un petit verre. Merci à la personne qui m'a envoyé cette table, sans que je la demande ni qu'elle soit sur ma liste de souhaits. On l'utilise tout le temps, donc si tu as un avis fort sur ce qu'on devrait utiliser au camp et que tu veux nous envoyer quelque chose, j'ai bien une boîte postale et j'ai aussi l'option Amazon où tu peux envoyer ce que tu veux. Si cela t'intéresse et que tu veux contribuer, certains ont de très bonnes idées auxquelles je n'aurais pas pensé. C'est le moment de planter, donc je vais prendre un tamis et voici la mauve du globe. Retire l'excès d'eau. Oui, je vérifie juste ne pas utiliser de graines. D'accord ? Et maintenant, il suffit de prendre une toute petite quantité de minocula et ça va être secoué dans le camion. Il vaudrait mieux que je mélange ça vraiment soigneusement. Mais d'une part, je ne pense pas en avoir vraiment besoin. Je pense que les haricots pousseront très bien, parce que combien de haricots pousseraient ici ? Mais ça ne fait pas de mal de s'assurer d'utiliser environ 1/50 de l'inoculant. Je pense que oui. Ici et ici et... C'est tout, allons-y. Et je viens de remarquer que certaines de ces mauves du globe ont déjà des taches vertes, ce qui veut dire qu'elles sont en train de germer. Ce n'est pas écrasant, mais il faut absolument que ça aille en terre le plus vite possible. Je dois m'occuper des fèves aussi vite que possible et j'ai quelques glands de chêne vert. On va les mettre aussi, pourquoi pas. Ceux-là viennent de chez moi, ils s'accumulent dans la benne du camion. D'accord. Ce sont de petites tunnels, du moins avant que le vent n'arrache la bâche. C'est la méthode la plus efficace que j'ai utilisée. On a beaucoup grandi ici, surtout à la fin sous la meilleure ombre. Le problème reste la main-d'œuvre. Il m'a fallu presque toute une journée juste pour faire ces 21 mètres maintenant. Si c'est vraiment ce que je dois faire pour que ça marche, je le ferai. Mais si je peux éviter la main-d'œuvre, le temps et les dépenses, il faut que je trouve une meilleure solution.
Ce petit moringa est un excellent exemple de pourquoi les petites tunnels peuvent si bien fonctionner. Je n'ai pratiquement pas ajouté d'irrigation supplémentaire à celui-ci, et avec l'aide d'un dôme d'humidité et sans paillis, j'ai réussi à faire pousser un moringa. Et pourtant, on est début janvier, et il est toujours vivant maintenant. Il va presque certainement mourir la semaine prochaine quand le gel arrivera. Je voulais seulement me prouver que je pouvais faire germer du moringa dans ce trou, car les graines sont très bon marché, et je voulais apprendre autant que possible. On sent un peu d'humidité ici, c'est super. Je plante ces haricots exactement comme des cactus. Je mets la lame, je prends une poignée, et pendant que je la retire, j'appuie les graines vers le bas. Ça les enfonce aussi profondément que possible dans la terre sans me détruire les doigts, qui commencent à être un peu abîmés, mais ils deviennent plus résistants à force de le faire. J'ai essayé de cultiver dans des trous comme celui-ci, que j'appelais des nids d'oiseaux parce qu'ils ressemblent vraiment à un nid d'oiseau. Le problème avec cette méthode, c'est que je n'arrosais pas assez. Les graines ne recevaient pas le taux d'humidité nécessaire à leur germination. J'ai ensuite essayé de compenser en ajoutant du paillis par-dessus, mais la plupart des arbres ne peuvent pas pousser à travers la couche de paillis entre les dômes d'humidité, les petites tunnels. Ils sont revenus à ces nids d'oiseaux, cherchant à équilibrer paillis et exposition pour laisser passer les arbres, mais je ne commencerai pas par eux. Je commence avec les fèves car en hiver, malgré le froid, elles peuvent atteindre 1,50 mètres en une saison. J'ai déjà récolté la plupart des graines de sorgho, mais ça ne fait probablement pas de mal d'en répandre quelques-unes ici où elles poussent déjà. Donc ces drapeaux signifient qu'il y avait un arbre ici, mais il n'a pas survécu. Et il y a un arbre ici, c'est un acacia doux. Il ne va pas particulièrement bien, mais il est vivant. Alors on va pailler celui-ci de façon très intensive. Avec tout ce sorgho que je viens de couper, tu peux voir, j'ai ajouté un peu de cette amarante rouge comme paillis, mais il faut en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. C'est du paillage agressif selon moi. La mauve globe reste humide. Je dois préparer le mélange sec. Ce sont comme de petites graines. Il faut absolument de petites graines. Mélanger toutes les petites choses avec les bonnes choses. La triplex à 4L n'est pas super important. Je le mets juste parce que celui-là ne se soucie pas vraiment du moment où il est planté. Et nous avons mélange de graines de pâturage, baudes, radis, graisse d'hiver. Et des céréales, seigle. Je vais revenir avec une houe, donc on procédera par étapes. J'ai commencé par les fèves car elles doivent être bien enterrées. Celles-ci peuvent essentiellement rester à la surface et je pourrai revenir avec une houe pour les mélanger. Il suffit ensuite de déposer les graines, qui n'ont besoin que d'un léger griffage pour toucher la terre. Cela devrait donc être rapide.
J'ai même essayé de planter des graines dans des pneus que j'ai enterrés dans le sol. L'idée était de garder le sol plus frais pour que l'eau reste plus longtemps en surface et obtenir l'humidité dont les arbres ont besoin. Pour commencer, j'ai fait des erreurs à ce sujet en ajoutant trop d'hydrogel. Mais encore une fois, il faut pas mal de temps pour enterrer chacun de ces pneus, et avec toutes ces pierres, ce n'est vraiment pas facile. Il m'a fallu 3 heures pour planter toutes les fèves, donc ça m'a pris un temps fou, mais j'essaye de planter beaucoup trop. Mais je vais devoir revenir et remuer ça. Une houe ne servira pas ici. J'ai besoin de mon... Et très souvent ici, je peux voir où j'ai remué. Le sol pour les fèves rend ça tellement plus rapide. Je n'ai trouvé aucun insecte ici de toute la matinée, juste une petite fourmi et un gros frelon. Mais ce contre quoi je me bats surtout, ce sont les coléoptères, toutes sortes, notamment ces deux-là. Donc tu as ce gars-là, juste ici, et celui-là. Je ne sais pas de quelle sorte de coléoptère il s'agit. Ça ressemble un peu aux punaises à pattes feuillues qui infestent les tomates du Texas. Mais elles sont différentes, mais j'ignore ce que c'est. Tu peux voir plein de graines de sorgho que j'ai fait tomber. J'ai trouvé du sorgho que j'ai coupé parce que j'ai laissé les graines se former. Celles que je n'avais pas ramassées, je les ai juste dispersées partout. Je vois une mouche là-bas. Non, c'est le même coléoptère, deux coléoptères. D'accord? Et maintenant, pour le mélange fin, qui va être de la chia, idéalement, j'utiliserai la chia locale du sud-ouest. Mais celle-ci coûte aussi environ 10% du prix, donc je vais utiliser la chia un peu comme un agent de remplissage. Je sais que je n'ai rien planté ici car je n'ai pas vu l'émetteur. D'accord, donc je dois mélanger pour que toutes les graines que j'ai semées soient en contact avec la terre. J'ai du mal à obtenir le... Les graines collent souvent, donc j'utilise ce mélange prêt, surtout de la terre tamisée avec un peu de biochar, principalement pour les sécher. Et aussi, j'espère que si je peux casser les amas, je pourrais simplement commencer à planter ça directement puis l'aplatir. Et je n'ai pas à m'inquiéter de recouvrir les graines, parce qu'elles devraient être enterrées au moins en partie. En ajoutant ce matériau, ça devrait régler à la fois le problème des amas et celui de l'enfouissement. Donc voici mon plus récent. C'est bien, mince, c'est tellement mieux. Quelle amélioration. Très bien. J'ai terminé. Il est à peine 1 heure, donc je suis ici depuis 8 heures. Il m'a donc fallu 5 heures pour tout planter.
Autrement dit, le temps de rentrer, déjeuner et me reposer un peu. Parce que vous savez, écrire des logiciels, c'est épuisant, mais c'est un travail mentalement épuisant, ce qui entraîne aussi beaucoup d'anxiété. C'est juste un travail physique difficile où il faut quand même utiliser son cerveau. Mais de temps en temps, et je m'habitue encore à l'aspect physique de tout ça. Je me sens en forme, mais c'est vraiment éprouvant. Comme tu peux le voir, j'ai mis ma tenue super cool. Je suis revenu au camp pour déjeuner. 40 minutes se sont écoulées depuis. Je viens de manger de la salade de pommes de terre et de boire de l'eau citronnée. J'étais vraiment déshydraté et j'ai enlevé mes vêtements en vitesse juste pour être à l'aise. Et maintenant, parce que je ne peux absolument pas, j'ai travaillé si dur. Je ne vais pas laisser ces graines se dessécher, donc je vais lancer l'irrigation maintenant. Je vais devoir le surveiller un petit moment. Je veux juste m'assurer que je n'ai cassé aucun goutteur pendant que je courais partout, parce que j'ai beaucoup utilisé mes pieds juste pour ménager mon dos et mes hanches. Allons vérifier les gouteurs. Tu es excité pour cette terrasse? Celle-ci est la supérieure et tu peux voir toute l'herbe qui a poussé cette année, en plus d'une bonne quantité de rampes de pomérans à l'intérieur. L'herbe est la chose la plus excitante. Une pression s'accumule ici. Je souhaite vous montrer comment l'eau se répand à la surface du sol. Donc c'est cette ligne que je veux que vous regardiez. Juste ici. L'eau tombe sous cet émetteur et s'étale, mais ce n'est pas comme cela sous terre. Elle devient conique et le bord sèche en premier. Donc les graines plantées ici sont les plus vulnérables, et plus elles sont proches de l'émetteur, plus elles seront en sécurité. Cela concerne aussi les graines placées sur la ligne de goutte à goutte. Si j'avais des émetteurs espacés tous les 15 cm au lieu de tous les 60 cm, je n'aurais pas à m'inquiéter que ces graines se dessèchent. Cela me donne plus d'opportunités et nécessite moins d'eau au total, alors que les avoir trop espacés entraîne un dessèchement plus rapide. Au lieu d'une ligne continue, j'aurai une petite île, une mini-île. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas idéal et j'ai des projets pour ce gars-là au camp. En arrosant les terrasses, j'ai eu une révélation en voyant ceci, que nous avons si bien utilisé dans le tunnel bas. Et ça m'a fait réaliser que je ne suis pas complètement bloqué. Je peux commencer à irriguer tout de suite, donc plus de plantation pour moi. Mais heureusement, et c'est l'avantage, je peux maintenant le faire près du camp, où j'ai eau, ombre, nourriture et toutes les commodités, donc faire une pause n'est plus un problème. Je vais mettre des chaussures adaptées et planter tout ça ici, tant qu'il me reste 2 heures de lumière. Ça devrait aller beaucoup plus vite parce que je ne creuse pas autour de choses. Ouais, j'ai ma tenue de papa, je m'en fiche. Il fait 24 degrés Celsius, soit 75 degrés Fahrenheit en janvier. C'est vraiment chaud pour la saison. Donc, sachant que je suis au camp et que je peux être à l'aise, je vais être à l'aise. J'ai juste assez de pièces pour que ça marche. Voyons d'abord combien de fils on a. D'accord, commençons ici. Donc ça, c'est le fil. Vous savez, je ne pense pas qu'on ait vraiment de germination ici. Donc je ne risque rien si je fais celui-ci. Juste ici. C'est déjà labouré et tout quand même, si je vais sûrement tamiser certaines de ces choses. Et je pense qu'on en a assez pour aller jusqu'au bout. On sera probablement un peu trop long, ce qui est bien. Il faut faire attention avec ce genre de choses parce que tirer et forcer ne fera que déchirer.
C'est tellement proche de la fin, ça semble idiot de ne pas commencer par la fin. Alors allons-y. Retirons ça de la ligne, mettons-le de côté, allons chercher l'outil de trancher. Ce qui me dérange, c'est cette grande zone de gravier. Ça ne m'enthousiasme pas, donc je vais retirer les cailloux autant que possible. Je suppose que je vais prendre la brouette et simplement les jeter dedans à la main, parce que je ne vois pas de meilleure façon de faire. En général, je trouve que ça aide de mettre les cailloux dans la brouette plutôt que à côté. Je suis content de voir qu'il y a de l'humidité là-dessous. C'est bien. Donc ce mur que tu vois, je l'ai construit simplement en ramassant des pierres petit à petit, comme quand je cuisine et que je m'ennuie. Je ne sais pas si c'était plus rapide, mais au moins, c'était une position de stress différente pour mon corps. Mes hanches me faisaient hurler de douleur, à force de rester courbé à pelleter ou ramasser toute la journée. Mais j'avais pu utiliser ma hanche et l'outil de trancher glissait beaucoup mieux. Maintenant, ça va aller super vite. Allons chercher les fèves. On va commencer trop loin parce que j'ai beaucoup trop de fèves. Ce qui est drôle, c'est que je peux voir où j'ai vraiment bien travaillé en triant et en faisant tout le travail difficile. Et puis il y a les endroits où je suis allé plus vite, parce que, eh bien, la lumière du jour commence à manquer. Beaucoup, 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 beaucoup trop. Ce qui est très bien. Nous allons le hacher en paillis au fur et à mesure. Tu sais, aussi chaud et fatigué que j'étais, je me sens vraiment bien maintenant. C'est toujours la récompense, à la fin de la journée. Regarde cette vue, tu peux vraiment sentir l'humidité dans l'air, ce qui est génial. Et je vais finir ça dans un délai raisonnable pour pouvoir lancer l'irrigation. Ici et là-haut, sur la terrasse. Donc, sur la terrasse, la pompe à diaphragme a surchauffé et je suis sûr qu'elle a suffisamment arrosé pour ne pas tout tuer. Mais on va aller s'assurer que je n'ai pas perdu ma pompe et que toutes les graines reçoivent une bonne dose d'eau. J'enterre intentionnellement celle-ci peu profondément car je ferai un second passage avec le mélange de graines moyennes. Je suis là en personne et je regarde l'écran, ce n'est pas pareil. Vous ratez quelque chose. Parfois le fumier n'est pas complètement propre, propre voulant dire sans déchets. Ce n'est donc pas une victoire totale. Mais la plupart du temps, maintenant pour les graines de taille moyenne, je vais sûrement avoir besoin d'un râteau ensuite. Essayez de couvrir.
Il reste un peu de pression dans le tuyau. Pour économiser l'eau... Oh là là! Je ne veux pas l'allumer plus que nécessaire, juste pour ne pas trop la pressuriser. Peut-être que je vais devoir le couper, mais je continue, je continue, je continue. Daniel vient demain, je verrai s'il peut récupérer 30 mètres de... Tuyau suintant, solution temporaire. Ce que j'ai compris de la haie brise-vent, c'est la façon dont ces espèces vont soutenir la croissance des espèces qui viendront après elles. Et même si je comprenais ce concept avant même de commencer ce projet, je ne connaissais pas assez bien la mécanique de la façon dont ces haricots et ces fleurs poussent ensemble pour savoir comment l'organiser réellement. Ce qui va se passer, c'est que les fèves et le seigle vont germer et pousser, et cela va se produire au cours des 2 prochains mois. La chia, la mauve globe et la moutarde sont toutes là aussi. Elles vont germer, sauf la mauve globe, car c'est la culture que nous voulons voir pousser ensuite. Donc à mesure que ces fèves vont grandir et devenir belles et hautes, elles vont créer un environnement qui protège la mauve globe du vent et du soleil. Cela aide à garder un peu plus d'eau à la surface du sol. Une fois en place, la mauve globe pourra s'implanter et pousser assez longtemps pour offrir de l'ombre. Vers mars ou avril, les fèves vont commencer à ressentir trop de chaleur et il faudra les remplacer. Et c'est là que les niébés vont intervenir. Les niébés vont pousser à l'ombre des fèves juste assez pour leur permettre de germer. On les laisse pousser, on coupe les fèves et on a un couvert végétal continu qui protège la mauve du globe pour 1 ou 2 mois. Après, nous pouvons planter les graines d'arbres car le sol, déjà couvert, fournit du paillis. L'azote est injecté dans le sol et à chaque étape, tu avances de 2 pas puis recules d'1 en coupant. Mais ensuite, Beaumampant, tu fournis la lumière et les conditions nécessaires pour maintenir l'humidité à la surface du sol afin que la prochaine série de plantes puisse pousser. Le budget est un élément clé dans notre façon de faire. Tu remarqueras aussi des drapeaux bleus et verts. Les drapeaux verts représentent les arbres phares que nous voulons vraiment faire pousser ici, et le système sera marqué d'un drapeau vert. Mesquite, jujubie, jujubé, mesquite, jujubé, jujubie, mesquite. Et on suit ce schéma. En plaçant de nombreuses graines à chaque endroit, nous pensons qu'ils réussiront. Ils auront besoin de beaucoup de paillis performants pour que cela marche, d'où l'utilité des drapeaux bleus. Il y a un groupe de boutures que j'ai, c'est le tournesol mexicain, Tithonia diversifolia, et c'est une ressource majeure dans l'agroforesterie citropique. Il fait trop froid ici pour le planter avant mars, mais il est espacé de 3 pieds entre chaque plant. J'utiliserai des graines bon marché comme le moringa pour lancer le système et obtenir du paillis à couper. J'essaie d'échanger l'eau contre la biomasse et l'activité microbienne. Je veux que l'eau serve à faire pousser de l'ombre pour que l'eau devienne plus efficace afin qu'on puisse produire plus de biomasse. Faire en sorte que le système agisse comme un volant d'inertie pour renforcer et accélérer sa croissance avec le temps. Le plan comporte 2 parties, mais honnêtement je doute qu'il en fallait 2. Tout semblait m'encourager à ne pas planter de graines lors de ce premier essai. Donc je vais faire ce que je pense être le mieux, c'est-à-dire planter en 2 étapes, en sachant que cela va prendre beaucoup de temps pour revenir et combler ces espaces. Avec le moringa, le peuplier, la tithonia et tout ce dont j'ai besoin pour obtenir la densité que je recherche, je veux reproduire Lightning Ridge ici au Texas. Mais à plus long terme, ce serait génial si je pouvais non seulement mettre les fèves dans le sol, mais aussi toutes les dolichos, le moringa et tout ce que je veux voir pousser. Ainsi, on plante une fois, on arrose, on fait cette surveillance de l'arrosage une seule fois et, avec le temps, le système explose de lui-même. Plus tard, avec la haie brise-vent, cette zone assez grande est essentielle car il nous en faut une. Et ensuite, quand on passera à notre prochaine zone de plantation, qui sera la méga rigole, on pourra appliquer les leçons qu'on a apprises ici. Parce que je ne pense pas qu'on ait la moindre chance de planter la rigole dans les 4 ou 5 prochains mois.
En prenant de l'élan ici, on verra comment ça se passe, puis on appliquera ces leçons à la prochaine zone. Si vous avez aimé cet épisode, découvrez la mise à jour après 2 ans de création d'une forêt du désert. Regardez-la.